Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Sellerier, musicien, chanteur. Et ensuite, comme d'habitude, je vous donnerai des idées de sortie. Bonjour Francis. Bonjour Valérie. Vous êtes connu pour votre engagement musical sur le département de la Dordogne, mais j'ai envie de dire, ça serait quand même vous étouffer que de vous limiter au Périgord. Vous êtes aussi un artiste de la francophonie que vous portez haut avec Nougat Jazz. Est-ce que vous pouvez nous conter votre histoire de Saint-Martial d'Albarède au caveau de la Huchette, en passant par Anvers en Belgique, la Suisse, la Corse, Limoges Oui, j'étais pas vieux, on va dire. J'avais moins de 10 ans. Et je voyais passer l'orchestre, la fanfare d'Exideuil, dans le petit village de Saint-Martial d'Albarède, une fois par an lors du concours de pêche. Vous êtes donc né à Saint-Martial d'Albarède? Je suis né dans le village même, dans la rue. Je vois régulièrement la maison dans laquelle je suis né, dans la chambre de mes parents. Et pour moi, il y avait quelque chose de magique, quoi. Jouer de la musique avec un bout de cuivre, je trouvais ça magique. Tout de suite, ça m'a plu. Je me suis dit, ça, c'est pour moi, quoi. Pour les auditeurs, je vais vous souligner quelque chose que vous ne voyez pas. À l'heure actuelle, Francis a les yeux qui brillent. On a l'impression qu'il revient sur des racines et ses yeux brillent. Voilà, je te laisse la parole. Et donc, voilà, j'ai été tout de suite attiré par la musique, mais par ce biais de la fanfare. Et cette fanfare a été dissoute. Donc, arrivé à l'âge de 12-13 ans, un prof du collège d'Exideuil, dénommé Claude Van Zandt Lucas, ceux qui l'ont connu se rappelleront de cet être incroyable, qui est toujours de ce monde d'ailleurs. Si jamais Claude, tu m'entends, je t'embrasse. Et a eu l'idée de recréer cet orchestre d'harmonie sur la ville d'Exideuil. Et alors donc, là, je me suis jeté dans ses bras pour pouvoir vite apprendre quelque chose. Sûrement que je devais en avoir très envie parce que ça a marché très fort. Et il m'a dit, écoute, voilà, c'est pas compliqué. Si tu m'aides à peindre mes volets, moi je t'aide à rentrer au conservatoire à Limoges. Donc voilà l'histoire. Quel challenge. Voilà. Donc j'ai peint des volets, pas mal d'ailleurs, et pendant mes vacances d'été. Et donc il m'a aidé à rentrer au conservatoire. Et ça, par contre, il me prenait 2 heures tous les jours pendant les vacances pour m'aider à préparer cette entrée au conservatoire, duquel je suis sorti lauréat, premier prix à l'unanimité, enfin je vous passe les détails, et donc je suis trompettiste. Et j'ai fait, vite, je suis parti à l'armée parce qu'il fallait le faire rapidement, puis j'y suis resté 5 ans, on m'a donné des responsabilités de direction d'orchestre, et je suis revenu en Dordogne, et là je me suis dit, bon... Parce que, en fait, quand je dis que je suis rentré au conservatoire de Limoges, mais entre Limoges et Exideuil, il y a 70 km. Et pour y aller en train, il faut passer par Thiviers. Donc je prenais ma mobilette, j'allais jusqu'à Thiviers avec ma mobilette, je prenais le train à Thiviers, je montais jusqu'à Limoges, et je faisais ça 2-3 fois par semaine. C'est quand même pas qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Je me suis dit, quand je suis rentré, fort du bagage que j'avais, j'étais quand même, à cette époque-là, un très bon trompettiste, je me suis dit, il faut que l'enseignement musical en Dordogne soit plus simple. Et la porte s'est ouverte avec un établissement qui s'appelait l'Adam 24 à cette époque-là, avec un monsieur incroyable qui s'appelait monsieur Guy Schneller, qui s'est beaucoup battu pour l'enseignement musical, pour tous, un peu dans l'esprit Landowski, Malraux, etc. Et... il y a eu un recrutement d'enseignants pour pouvoir faire ce genre de mission. Et donc, je me suis présenté, j'ai été reçu, et là, j'ai commencé à donner des cours. Et là, je vous parle d'une année, c'est 1983-1984. Ça commence à dater un peu. Hier. Voilà. Et puis, les élus du département de la Dordogne, à cette époque-là, sous la présidence de M. Bernard Biolac, et puis ensuite de M. Cazot, on fait en sorte que cette école devienne école de musique départementale. Alors là, je me suis à ce moment-là occupé du secteur du Périgord vert. Ça incluait, pour vous donner une idée du rayon, c'était Brantôme pour le plus au sud, Piégut-Pluviers pour le plus au nord, Mareuil-sur-Belle pour le plus à l'ouest, et La Coquille pour le plus à l'est. C'était énorme. Et donc, là, à cette époque-là, je donnais des cours dans ces extrémités-là et des petites villes au milieu. Thiviers n'était pas encore adhérente à cette époque-là à ce secteur. Ensuite,
Le secteur de Thiviers s'est développé, puis s'est mis en place. Et en même temps, sont venus se joindre le Périgord pourpre, c'est-à-dire Bergerac, Le Bugue, La Linde, Sarlat, enfin, toute la Dordogne, petit à petit, s'est réunie sous ce label École nationale de musique, qui était à cette époque-là sous la direction d'un directeur qui s'appelait Monsieur Petit, qui avait pour adjoint Ludovic Potier, qui s'est retrouvé lui-même directeur. Puis l'école est devenue École nationale de musique et conservatoire CRDD, conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. Et là, nous avons vu passer un certain nombre de directeurs. Je ne vais peut-être pas tous les énumérer, mais j'en ai gardé de très bons souvenirs, puisque à chaque fois, entre chaque directeur, c'est moi qui opérais l'intérim entre chaque directeur, jusqu'à l'avant-dernier. Monsieur Rossignol, dont j'avais l'intérim juste avant qu'il arrive. Et puis là, j'ai décidé de partir un petit peu vers de nouveaux horizons. Et de devenir directeur vous-même. Et de devenir directeur moi-même dans le Haut-Viennois, la Haute-Vienne, sur la périphérie de Limoges. Un établissement qui s'appelle le CIMD, Conservatoire intercommunal de musique et de danse, qui est situé à Fétières. Si on revient sur le territoire de la Dordogne, des beaux souvenirs, quelques souvenirs ? Ah oui, mais là on parle d'un autre monde et d'une autre époque. C'est pas grave. Pour vous donner une idée, je pense que ça devait être dans les années 86, 87. On faisait la fête de la musique et à cette époque-là on avait récupéré un bus qui avait amené tous les gens du secteur justement autour de Brantôme, Mareuil et tout ça. Et on était partis jouer dans les maisons de retraite, sur les places, on avait pique-niqué au bord d'un étang, tout ça sans formulaire, rien n'avait été signé, enfin c'était à la bonne franquette. Sympathique. Ça pourrait faire rêver aujourd'hui d'ailleurs, ce genre de choses, parce que en fait, il s'est absolument rien passé, sauf que des émotions et de la musique et des excellents souvenirs pour tous ceux qui ont participé. Vous avez été aussi membre de l'organisation, je crois, d'échanges avec l'Italie, avec la Hongrie, différents pays où il y avait des demi-symphonies qui se créaient sur place et puis d'autres en Périgord. Il s'est passé des choses incroyables en fait. Pendant ma carrière, j'ai eu cette chance-là de rencontrer des gens aussi qui m'ont beaucoup aidé. Je pense à quelqu'un qui un jour m'a confié indirectement la direction de l'orchestre des jeunes européens. Ça, c'était au festival des jeunes lycéens. Des jeunes lycéens, oui. Voilà, je tairai son nom, mais voilà, c'était une sacrée expérience, puisqu'il y avait une quarantaine de musiciens, il n'y en avait pas un qui parlait français. Ils venaient tous de 7 ou 8 nationalités différentes. Et chose incroyable, parce que moi, j'avais pas cette expérience. J'avais l'expérience de la direction d'orchestre, mais pas cette ampleur de linguistique. Et quel bonheur. En fait, la musique est un langage. Je le confirme vraiment. Je le confirme vraiment, parce que personne ne se comprenait que lorsqu'on parlait de nourriture, mais par contre, quand on parlait musique, c'était incroyable. Voilà. Donc ça, puis oui, en effet, on a eu l'occasion de faire des échanges avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Tchéquie, ouais, aussi. Enfin, voilà, on a fait plein de choses qui étaient à ce moment-là faisables et très abordables, et qui à chaque fois ont amené une plus-value dans l'enseignement musical dont j'étais à ce moment-là chargé. Vous avez été aussi chef d'orchestre, vous avez dirigé des ensembles instrumentaux, Bergerac, Brive. Alors j'ai dirigé pendant 10 ans l'orchestre d'harmonie de la ville de Bergerac. Mais bien avant ça, j'avais dirigé l'orchestre d'harmonie de la ville de Saint-Astier. Encore avant ça, l'orchestre d'harmonie de la ville d'Excideuil. Donc après Bergerac, j'ai dirigé l'orchestre d'harmonie de la ville de Brive pendant 5 ans aussi. Et puis ensuite, j'ai dirigé l'ensemble instrumental de la Dordogne. C'était un orchestre professionnel. On a fait monter des choses magnifiques comme la Rhapsody in Blue de Gershwin. On a fait, c'était chouette, vraiment très chouette. Et donc, vous aviez d'ailleurs enregistré un très joli disque où vous interveniez avec un très beau morceau, je crois que c'est de Vivaldi. Alors là je dirigeais pas, je jouais, c'était sous la direction d'Éric Sobzik, qui avait commandé le concerto en mi bémol de Joseph Haydn, et où j'étais soliste, et c'était le conseil général de la Dordogne qui avait fait commande de ce disque pour en faire cadeau à tous les élus au niveau du Sénat, au niveau de... Voilà, donc j'ai cette chance d'avoir été enregistré à l'abbaye de Chancelade, en live d'ailleurs. C'est une drôle d'expérience, puisque là, faut pas lâcher le morceau. Voilà. Voilà. Et parmi vos élèves, je viens de penser, vous avez eu un jeune homme qui s'appelle Pierre Pichot.
un de vos élèves qui est aussi sur la trompette et qui aujourd'hui a fait un très très beau parcours. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et vous? Mais moi, je suis en contact avec lui régulièrement via Facebook et tous ces systèmes de communication. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a fait un parcours via les conservatoires. Ensuite, il a passé son diplôme d'État. Ensuite, il a commencé à faire un peu de variété, de ci, de là. Puis, il est rentré dans les orchestres de cirque. Et puis il s'est retrouvé petit à petit chef chef de l'orchestre du cirque Bouglione. Et là, je ne sais plus trop dans quel cirque il est, mais c'est quasiment le plus gros orchestre de cirque français. Et ils font le tour du monde. Et il compose. C'est un garçon incroyable. Pierrot, si tu m'entends, je t'embrasse. Voilà. Et c'est une de mes fiertés. Oui. Mais comme beaucoup, j'ai une petite dizaine d'élèves qui ont fait leur métier de la trompette. Et c'est toujours super de les voir, d'aller les écouter, et de rentrer en contact avec eux. Oui, et Pierre, en parallèle, il a aussi une troupe où ils font découvrir le spectacle musical avec beaucoup d'humour, et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'investit au maximum pour faire découvrir la musique, pour partager cette musique, et c'est vrai qu'il parle avec beaucoup de fierté, et son visage s'illumine quand il nous dit « Ah oui, j'étais avec Francis Célérier ». Oui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté une interview et il parlait encore de moi, ça me ravit. Après le Périgord, la Haute-Vienne, vous y avez passé combien, 10 ans ? Pratiquement 9 ans. Alors là, c'était une autre aventure. Vous avez créé des choses, que vous avez joué à l'opéra de Limoges. Les petits loups du jazz. Voilà, les petits loups du jazz. Il y a eu des partenariats avec des grands monsieur, avec des... Mais vous connaissez tout de ma vie. Je me suis renseignée. Une fois qu'on a pu mettre sur des rails un fonctionnement fiable, j'ai eu la chance d'avoir une équipe d'enseignants super. Et on a pu faire de très belles réalisations musicales. J'ai pu mettre en place des orchestres un peu partout, des chorales un peu partout. La musique d'ensemble, c'était la pierre angulaire, on va dire, du conservatoire. Et je l'ai quitté en 2019 pour un travail beaucoup plus compliqué qui s'appelle la retraite. Mais vous n'avez pas abandonné la musique, ou la musique ne vous a pas abandonné. Je ne sais pas dans quel sens, puisque vous en faites presque encore plus, puisque c'est votre quotidien, et c'est votre quotidien au-delà de nos frontières. Oui. En fait, je me suis mis à la retraite de la fonction publique et territoriale, mais je ne me suis pas mis à la retraite de la musique, parce que malheureusement, je pense que c'est elle qui prendra la retraite de moi, mais pas le contraire. Là, à ce moment-là, j'ai mis en place... j'ai monté une formation qui s'appelle Nougat Jazz, parce que je suis un fondu de Claude Nougaro. Et j'ai un parcours jazzistique assez important derrière moi, puisque à partir d'environ mes 30 ans, je me suis mis dans le jazz. Et d'abord le jazz d'Orléans, et puis d'autres formes de jazz en tout genre. Et je me suis mis à jouer un peu partout, et un peu de tout. Et cette passion pour Claude Nougaro, je me suis dit, il faut absolument... Mais je parle de ça, c'était bien avant son décès. Je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose qui tourne autour de Nougaro. Et donc, j'ai monté cette formation qui s'appelle Nougat Jazz. Et on fait un hommage à Claude Nougaro. C'est du Nougaro et du jazz. Mais en plus, vous avez une voix extraordinaire qui est complètement... Paraît-il. Oui, elle lui ressemble. Et j'y suis pour rien. Merci, maman. Alors, Nougat Jazz, vous êtes allé jusqu'où jusqu'à présent ? Eh bien, Nougat Jazz commence à être connu. Pour l'instant, nous n'avons pas encore quitté le territoire national. Mais on s'en approche. On est allé faire un tour en Corse pendant une petite semaine. On s'approche des frontières. Et je pense que d'ici peu... Nous allons nous mondialiser. Et vous êtes passé, je crois que vous étiez un quintet, un quartet au départ, et maintenant vous pouvez aussi le réaliser en duo avec Franck Mathieu, c'est ça ? Oui, alors en fait, à la base c'est un quintet. Et là, mais depuis peu, parce qu'en fait on n'a pas encore commencé, donc c'est tout frais ce que vous me dites là. Je mets en place une formation qui s'appelle En tête à tête, Nougaro en tête à tête, le pianiste et moi-même. Bientôt va sortir un CD. Par contre, il y a un CD existant sur Nougat Jazz. Oui, nous allons en écouter un petit morceau tout à l'heure. Ouais. Mais moi, j'ai envie de revenir. Francis Célérier, c'est aussi le caveau de la Huchette. C'est aussi un passage à travers différentes villes d'Europe. Ça a été aussi un joli chemin avec Padjiro, à qui nous rendons hommage. Vous nous en dites 2 mots de plus ? Alors, Padjiro, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 1991. On était à Volvic.
ce qui pourrait être surprenant pour ceux qui nous connaissent. Il m'a écouté jouer, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, tu sais pas, tu fais quoi samedi prochain? Là, je lui ai dit, rien, mais il me dit, tu viens avec moi, on va jouer tous les deux, on doit le jouer du côté de Poitiers. Et donc voilà, notre histoire a commencé comme ça, et on a partagé cette complicité jusqu'à son décès il y a 3 ans. Voilà, mais ça a été une aventure incroyable. Oui. Il m'a fait rencontrer, grâce à lui, j'ai rencontré des tas de gens. Voilà, ça a été une belle aventure musicale avec Pat. Ouais. Et vous avez été présent dans de nombreux festivals et vous étiez aussi, tous les deux, vous avez été directeur artistique du festival de jazz de Chancelade. Et oui, voilà, c'est moi qui ai commencé. Et les 3 dernières années, c'est Pat qui avait pris la relève, puisque moi j'étais sur Limoges et là je ne pouvais plus être partout. Et vos prochaines dates alors maintenant? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous écouter? On sera début août à Saint-Pardoux-la-Rivière. C'est la date qui me revient tout de suite là. Je crois que vous êtes aussi fin août à Beauchot, puisque la semaine dernière nous avions la chance de rencontrer quelqu'un qui nous a parlé de vous. Alors j'y serai, mais pas avec Nougat Jazz, j'y serai avec un autre musicien incroyable qui s'appelle Éric Francery. C'est un duo qui s'appelle Sacré Duo, guitare et trompette. Et on sera en effet à Beauchot. Fin août. Alors c'est pareil, c'est ce duo trompette et guitare, hein, quelque chose d'assez incroyable, puisque c'est une formule qui n'existe pas ou peu. On a pas mal voyagé aussi. Là, il n'y a pas très longtemps, on était aux Canaries. On a fait la Corse aussi, tous les deux, et on a encore quelques belles aventures devant nous. Là, en ce moment, il est en Bulgarie. C'est un musicien extraordinaire. Vous pouvez nous en donner 2 mots? Éric Francery, ça a été un des premiers lauréats du Conservatoire de Paris, premier prix de Paris de guitare, et il a été un des premiers à avoir le certificat d'aptitude, ce qu'on appelle le CA, et il a fréquenté un petit peu tous les milieux musicaux, dont Claude Bolling, avec lequel il a remporté les victoires de la musique en 1996, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, c'est autour d'une pièce qu'avait écrit Claude Bolling pour la Goya, et c'est une pique-nique suite, ça s'appelle, mais c'est un musicien remarquable, incroyable, d'une gentillesse et d'une qualité musicale. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir jouer avec cet homme-là. Voilà la deuxième corde de mon arc, de retraité. Une. La deuxième, puisque la première, c'est Nougaro. Très bien. Mais Francis, notre interview arrive à son terme. Je crois qu'on pourrait encore parler pendant des heures. Vous avez plein d'anecdotes, plein de choses à nous faire découvrir. Aujourd'hui, vous vivez dans le nord du département. Pas très loin du Limousin. Oui, Saint-Barthélemy, ouais, Piégut-Pluviers. Voilà, exactement. On en reparlera tout à l'heure aussi pour une autre manifestation. Merci beaucoup d'être venu. Merci Valérie. Et à très bientôt, au plaisir. À très bientôt. Au revoir Francis. Au revoir Valérie. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps pleins les manches. Je crève l'écran de mes nuits
blanche où je me fais du cinéma. Et je t'emmène au cinéma. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le cinéma, donc une interprétation de Francis Sellerier, bien sûr une œuvre de Claude Nougaro qui était en quintette. Merci Francis. Et nous poursuivons notre émission avec donc les sorties, les plaisirs. Je vais vous parler dans un premier temps des Journées européennes des métiers d'art qui ont lieu cette semaine du 2 avril au 7 avril. 9 lieux en Périgord pour aller à la rencontre de ces artistes, pour découvrir des passions. Le premier endroit, la verrerie de Terrasson, donc un bel atelier d'art. Ensuite, de la tapisserie d'ameublement à Rouffignac-Saint-Cernin, du filage de verre, 1 rue de la Clarté à Périgueux. Et oui, vous pourrez découvrir de la démonstration de filage de verre à Périgueux. Vous pourrez aussi revenir à Rouffignac-Saint-Cernin pour voir un gaufreur sur cuir. Il fait du cuir repoussé. Ensuite, 2 lieux qui vraiment font la part belle à tous ces métiers d'art. C'est Montpazier qui consacre sa semaine avec des rencontres, avec des échanges, avec des découvertes, mais aussi Nontron, puisque Nontron a un programme où le samedi 6 avril, vous pourrez découvrir 3 professionnels des métiers d'art. Vous pourrez monter dans un bus directement et on vous amènera voir un ébéniste, Monsieur Alexander Haye. On vous amènera voir un céramiste, Arnaud Leclavé, un souffleur de verre et aussi un vitrailliste avec Madi Silla. Journée européenne des métiers d'art. Vous pouvez y aller toute la semaine et finir tout simplement la semaine, samedi et dimanche, à la découverte de ces très beaux métiers. Ensuite, je vais vous parler donc d'une autre belle manifestation qui, elle, aura lieu dans quelques jours, puisqu'elle est prévue du 13 au 28 avril. C'est la 4e édition de Château en Fête. Château en Fête, c'est 15 jours pour découvrir plus de 80 châteaux sur notre département. J'ai envie de dire, c'est pas difficile. On dit que notre département est le département des 1001 châteaux. Donc, en trouver 80... cela paraît assez aisé, mais trouver 80 châteaux qui acceptent d'ouvrir leurs portes, de jouer le jeu, de nous apporter du bien vivre, ça, c'est pas tous les jours. Donc, il faut en profiter. Alors, moi, j'en ai choisi 4. Je pense que lors de notre prochain échange, j'en choisirai 4 de plus. J'avais envie de vous parler d'un château qui s'appelle le Château du Logis. Le Château du Logis, c'est un château qui est à Javerlac et à la Chapelle Saint-Robert. Vous en parlez tout simplement parce que il a vraiment travaillé un très très beau programme, puisque le 12 avril, il démarre avec un open game. Il aura aussi 2 soirées de dîners conviviaux le 17 et le 24 avril, un spectacle le 19 avril, une soirée énigme, même 2 soirées énigmes le 25 et le 26 avril, ainsi que des visites guidées le 27 et 28 avril. Donc lui, vraiment, il a joué le jeu à fond. De la même manière, pour ceux qui sont amoureux des voitures anciennes, je vous ai repéré le château de Bellussière, qui est à Rudeau-Lados.
Et je vous ai aussi repéré le château de Konzac, qui est tout simplement à Konzac, qui ont prévu des expositions de voitures anciennes, ainsi que des visites guidées et pareil, des repas, voire même à Bellucière, un dîner-concert le 27 avril. Ensuite, j'ai découvert un lieu où il y avait également un élevage de soie. C'est au logis de Goumondy. Le logis de Goumondy, c'est à Saint-Just. Il y a aussi un dîner soie à découvrir. Ils appellent même un dîner de soie le 20 avril. Et il y a des ateliers participatifs. Donc, courez du côté de Saint-Just. Je crois que c'est un bel endroit aussi. Parmi ces différentes découvertes, j'ai aussi noté le repère de la Vergne. Le repère de la Vergne, il est à Mareuil, en Périgord. Lui, il s'oriente plutôt sur les peintures, puisque vous aurez une exposition de peinture, mais aussi un stage d'aquarelle. Et puis de la musique avec un récital de chorale et un récital plus pointu avec les 4L. Voilà nos rendez-vous que je voulais vous proposer pour Château en Fête, qui va se dérouler du 13 au 18 avril. Ensuite, j'ai envie de vous parler de reprise. Reprise dans le sens large du terme. Reprise tout d'abord parce que, ça y est, nous pouvons aller revisiter les toits de la cathédrale Saint-Front, puisque de avril à octobre, l'Office du tourisme nous invite à prendre l'air et à monter tout en hauteur. C'est magnifique, profitez-en. Appelez l'Office du tourisme et vous en saurez plus. N'hésitez pas. Je sais que déjà samedi, dimanche, il y a des visites organisées. Foncez-y. De la même manière, l'Office du tourisme organise les petites histoires de Périgueux vendredi à 10h30. Allez, place du Coder à l'Office du tourisme et vous en saurez plus. Un très bon moment aussi à partager. Et je finirai aussi par une reprise dans le sens large du terme, puisque je veux vous parler d'un livre qui ensuite a été adapté sur scène à plusieurs reprises. Ce livre, c'est Inconnu à cette adresse. Je pense que nombreux d'entre vous l'avez lu. C'est ce petit livre donc qui se trouve aux éditions de Poche, un livre de Catherine Cressman-Taylor qui a été publié pour la première fois en 1938, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Un livre un petit peu prémonitoire puisque il va nous raconter un petit peu ce qui va se passer par la suite. Ce livre nous raconte l'histoire de deux très bons amis. Donc il y a Martin Schulz. Et il y a d'autre part Max Eisenstein. L'un va sur les États-Unis, l'autre lui raconte la vie à Berlin. Et on voit cette évolution, on voit ce qui s'y passe. Et ce livre, Inconnu à cette adresse, a donné l'idée à de nombreux metteurs en scène de monter donc, ce livre sur une pièce. Et c'est certainement une des œuvres contemporaines qui a été le plus montée, le plus jouée. Et là, j'ai tout simplement envie de vous inviter, si vous allez sur Paris, à aller au Théâtre Antoine. Parce qu'à l'heure actuelle, Jean-Pierre Daroussin et Stéphane Guillon jouent Inconnu à cette adresse. Et c'est vraiment à ne pas manquer. Et pour finir donc cette émission, que j'ai eu plaisir à partager avec vous, je vous propose d'écouter la composition musicale qui nous a servi et qui nous sert de jingle. C'est sur un disque de Frédéric Zetoun et là c'est avec Doc Gynéco et c'est Comme tout le monde. À bientôt, au revoir. Yes. Ok. Ça le fait. Tout petit, déjà tout petit, la même litanie. Dans la foule, faut que tu te fondes, tu dois être comme tout le monde. Mais comment ça, c'est quoi comme tout le monde? Papa, maman, merci. Alors j'ai fait comme si j'ai voulu être un autre pour ressembler aux autres. Mais dans la vie, c'est pas aux autres qu'il faut ressembler, c'est à soi-même. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Je riais à tous les vents, je me mentais souvent, je m'inventais des ailes en jouant la vie est belle. J'ai voulu pour de bon devenir caméléon, nier mes différences comme on nie l'évidence. Évidence, est-ce que j'ai une gueule d'évidence? Je parle toutes les langues. À ceux qui croient en Dieu ou bien au Big Bang. À ceux qui boivent du vin.
à ceux qui sont au fond du ravin. De Paris à Berlin, au pas qu'il y a ceux qui portent la kippa.